peu de temps pour le faire et en plus nous sommes en retard. Donc chacun de ceux qui prendront la parole maintenant la prendront pour très peu de temps. Je la coupe sinon. Et puis voilà, chacun se présente, résume son propos, pas de phrases qui ne veulent rien dire et si possible s'inscrire dans l'actualité, défendre sa position. Puis ensuite nous bavardons et nous échangeons. Juste un petit point. Je crois que c'est important de dire, en particulier pour notre invité britannique, que nous sommes ici dans un des bâtiments qui doit beaucoup à la Révolution française. La Révolution française. Que l'amphithéâtre a pour nom celui de l'abbé Grégoire, qui est l'un des créateurs, ou le créateur, si j'ai bien compris, du CNAM, qui nous héberge. Que dans la cour d'honneur, vous pouvez voir la statue de Denis Papin, qui, comme chacun sait, s'il se souvient de son école primaire, était l'inventeur de la machine à vapeur, ce qui peut avoir un lien avec l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Et que par ailleurs, l'abbé Grégoire, qui était un religieux, comme son nom l'indique, était aussi l'un de ceux qui, pendant la Révolution française, a pris position contre l'esclavage. Ce qui est aussi peut-être un élément qui nous réunit aujourd'hui, l'esclavage du tabac. Voilà, donc, alors je ne sais pas qui prend la parole et dans quel ordre, mais allons-y. Yvan Berlin pour commencer. Donc je représente la Société francophone de tabacologie qui a 250 membres, des professionnels de santé actifs dans ce domaine. Il y a un questionnaire qui devait être répondu par tous les intervenants. Donc vous avez les réponses. Je fais quelques bémols sur les définitions. Par exemple, fiable, il faut définir ce qu'on entend par fiable. Certaines études prospectives, bien entendu non randomisées, et on ne peut pas randomiser, montrent plutôt que c'est un facteur de risque d'entrer dans le tabagisme. Donc il y a 2 études prospectives des États-Unis. Donc la question n'est pas résolue du tout. Les liquides, donc définition des liquides, il faut savoir ce qu'on entend donc par fiable. Et en termes de santé, je répète que les constituants, ça c'est une chose, la partie inhalée, c'en est une autre, et la partie biodisponible, c'est encore autre chose. Et l'effet sur la santé, c'est encore autre chose. En fait, ce qui est important, c'est voir l'effet sur la santé et pas le constituant ou les concentrations dans le liquide et dans l'aérosol. Donc les questions, parce qu'on n'a que 3 minutes. La suivante, si on peut passer. Donc la cigarette électronique, il faut qu'on puisse définir quand même la meilleure définition qui colle dessus, que c'est un système électronique de délivrance de la nicotine, parce que la majorité des utilisateurs utilisent la nicotine. Et on connaît à peu près, on commence à connaître les concentrations plasmatiques, et surtout avec les dernières générations, les concentrations plasmatiques de nicotine montent très bien. Donc c'est une façon de délivrer la nicotine qui est presque optimale, donc certainement une meilleure délivrance nicotinique que par exemple les substituts nicotiniques actuellement utilisés. On commence à connaître les concentrations plasmatiques après administration unique. Et vous avez là un schéma administration répétée. Au bout de 60 minutes, quand même, on montre à des concentrations plasmatiques 2 fois plus élevées qu'on peut voir avec la cigarette. Donc c'est un outil de délivrance nicotinique très intéressant. Et ce qui compte en fait, ce n'est pas les concentrations plasmatiques dans le sang matériel, parce que c'est ça qui va dans le cerveau. Donc pour l'instant, on n'a pas de données sur les concentrations plasmatiques de nicotine dans le sang artériel, c'est-à-dire dans les carotides par exemple. Donc
Je répète, c'est un outil de délivrance nicotinique à bonne biodisponibilité. Il y a une seule étude, mais qui montre que à peu près 90% des substances inhalées restent dans l'organisme. Ce qui est unique, et malheureusement c'est la première fois qu'on voit, l'effet sur un effecteur, c'est-à-dire sur la fréquence cardiaque. Ici, vous voyez que quelques minutes après à 5 minutes, il y a une augmentation de fréquence cardiaque qui diminue en fonction de la diminution de nicotinémie. La suivante. Alors, simplement, ce qui m'intéresse, c'est l'aide au sevrage tabagique. Pour cela, on a deux sources, disons, fiables. La première source, c'est une étude méta-analyse Cochrane avec deux études. Et j'ai mis en rouge, est-ce que si je soumets un papier avec deux études de méta-analyse, est-ce qu'il y a un journal qui accepterait? Deuxième, c'est une méta-analyse de l'ensemble des études observationnelles qui montre une diminution de probabilité d'arrêt. L'autre, avec deux études prospectives, on peut discuter des détails, mais en tout cas, méta-analyse est positive et dit que la probabilité d'abstinence augmente. Et l'étude méta-analyse des études observationnelles, donc grands effectifs, mais évidemment des biais, montre que la probabilité d'arrêt diminue. Voilà, la suivante. Il manque des données prospectives head-to-head, c'est-à-dire comparaison comme une course à pied, pour comparer le nombre d'abstinents à un certain temps et le nombre d'effets indésirables. Donc, comme disait l'éditorialiste de Lancet, qui est cité en haut, il faut plus de lumière et moins d'émotion, et surtout, on manque des données, donc plus de lumière et moins d'émotion. Et on manque des données qui peuvent permettre de conclure aussi bien sur l'arrêt que sur les effets indésirables qui suivent toute intervention, même psychologique. Donc, on a eu une subvention publique pour lancer une étude qu'on l'a appelée Ex-Smoke. Avec la cigarette électronique, ça sera une étude randomisée, double aveugle, c'est-à-dire 2 fois aveugle, c'est-à-dire pour être le plus objectif possible, et qu'on est en train de mettre en place, et probablement on va pouvoir démarrer en janvier 2017. Merci. Merci. Juste une question. On comprend bien, et vous l'aviez d'ailleurs dit tout à l'heure, plus de science, plus de lumière et moins d'émotion. Ça, c'est plus compliqué sur le moins d'émotion, notamment sur le traitement médiatique qui peut être fait de ce sujet. Mais est-ce que, malgré tout, pour vous, en tant que citoyen ou en tant que responsable associatif, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour faire en sorte qu'on aborde les questions qui nous réunissent aujourd'hui dans le débat politique, comme ou en débat citoyen, etc., comme Jean-François Etter l'a évoqué ce matin? Est-ce qu'à votre avis, en un mot, est-ce que le moment est venu ou est-ce qu'il faut encore attendre plus de science et éventuellement moins d'émotion? Et ça, il ne faut pas oublier, il s'agit d'une responsabilité morale de chacun, c'est-à-dire proposer une intervention, parce qu'il s'agit d'une intervention thérapeutique ou autre. Il s'agit d'une intervention dans la vie des gens, dans le quotidien des gens. Donc c'est une responsabilité morale et, je ne dirais pas médicale, mais professionnelle de santé. Donc cette responsabilité exige de chacun d'avoir des chiffres, des convictions, c'est-à-dire avoir des données avec un niveau d'erreur faible. Il y a toujours un niveau d'erreur. La question, est-ce qu'on est incertain ou on est un peu certain ou beaucoup certain? Donc, je pense qu'on peut soulever les questions et à ce stade, on n'a pas suffisamment de données pour avoir des jugements de responsabilité sur le sujet. Donc, il faut pousser les études prospectives de cohorte bien faites pour avoir l'efficacité et le risque pour la santé, surtout par rapport à la cigarette, pour quantifier la réduction du risque s'il y en a, parce qu'on introduit un nouveau traitement. Donc,
et bien sûr comparer aux non-fumeurs pour savoir où on est en termes de risque. Donc on a 3. Parfait, merci, je crois qu'on a bien compris.